En 2021, et si le coq était toujours dans le puits, pense la Béguine assassinée. Lorsque Clotilde a entendu Marion raconter à sa fille ce qu'a fait Georges, creuser sous le jardin et dans les caves et découvrir un ancien puits, elle s'est souvenue du jour de l'accident de charrette. Elle se rappelle chaque détail de cet après-midi d'agitation inquiète autour du vieux Camille que tout le monde aimait bien. Le vieux paysan flamand qui possédait les terres au-delà de l'ancien étang des Béguines avait toujours un sourire chaleureux pour les adultes et un regard attendri pour les enfants. Doté d'une mémoire exceptionnelle malgré son âge, il connaissait le prénom de chaque gamin du béguinage qu'il avait vu grandir, à force de côtoyer tout ce petit monde qu'il fournissait en fourrage pour les vaches et les chevaux, en graines pour les poules et en céréales. Alors qu'il passait près de la charrette du Mesbach, comme disaient familièrement les Bruxellois, le cheval avait pris peur et avait envoyé Camille voltiger 2 mètres plus loin d'une ruade dans le ventre. On avait immédiatement porté l'accidenté chez l'apothicaire, qui par chance était chez lui un dimanche, où l'on avait attendu 1 heure le brancard que l'on avait envoyé chercher à l'infirmerie du béguinage. Comme souvent lors d'un événement marquant, l'émotion vive des premiers instants avait marqué au fer les mémoires, chaque habitant se souvenant avec précision de ce qu'il faisait lorsqu'avaient retenti les hurlements de douleur du malheureux. Clotilde, pour sa part, se reposait d'une semaine chargée. Elle prenait l'air tiède de l'après-midi, assise sur le banc de pierre jouxtant le cimetière, et riait de l'amusement des enfants, des ouvrières et des orphelins que Marie occupait par une chasse au trésor au chevet de l'église. Elle revoit la bouille rieuse aux crolles, aux boucles, roux sombre, aux yeux bleus pétillants de joie de vivre de l'enseignante active, dynamique, originale. Et son air ahuri lorsqu'elle s'était subitement tournée vers Clotilde, la main devant la bouche, dissimulant mal le haut de surprise qu'avait déclenché le coq en tombant dans le puits. La propriétaire, voisine de l'infirmerie, avait décidé récemment de condamner ce puits qu'elle emplissait de terre et de bricaillons dès que l'occasion se présentait. Puis soudain était survenue la commotion provoquée par l'arrivée des hommes portant le blessé, dont les voix priant qu'on libère le passage peinaient à percer le brouhaha infernal composé des mugissements de souffrance de ce pauvre être, des pleurs des enfants en bas âge, effrayés par le tumulte, et par les cris d'effroi, de commisération, de stupeur que poussait la foule apitoyée, attroupée par curiosité à la traîne du sombre cortège. Le soleil seul gardait sa tranquillité, jetait sur les pavés poussiéreux d'immenses nappes de clarté pâle, pendant que le ciel gardait sa sérénité azurée. Dans les mois provoqués par l'accident de Camille, Marie en avait complètement oublié l'histoire du coq tombé dans le puits. Clotilde secoue la tête, comme pour chasser le sinistre souvenir. Comment faire pour que Marion aille demander au propriétaire l'autorisation de fouiller le puits, se demande-t-elle. « Je te signale que tu es dans ma tête », intervient l'intéressée, qui a suivi les images déroulées par la mémoire. « Et tu penses pas qu'il serait un peu fini, ton coq, s'il est dans le puits depuis tout ce temps ?» Clotilde rit de la méprise. « C'est un coq de blanchisseuse, précise-t-elle. »« C'est quoi ça ?» ?»« Un œuf de fer fiché par une tige dans un pied de bois, qui sert à repasser les fronces et les bouillonner. »« Les quoi ?»« Les fronces et les bouillonner. »« Oui, je t'entends bien. Mais cela veut dire quoi, bouillonner ? L'effet que donne l'ornement d'une étoffe plissée en forme de bouillon, de vague, quoi. » Peu convaincue, Marion secoue la tête dont les cheveux poivre et sel
présente une coupe soignée, un carré arrêté à la base de l'oreille qui sied parfaitement au visage rond dont les joues sont lourdement fardées. À la première occasion toutefois, elle va trouver ses amis de la rue du Marronnier pour visiter le chantier. Les propriétaires se font une joie de montrer les découvertes moyenâgeuses, la glacière, les mortaises dans la façade arrière où s'imbriquaient quelques siècles plus tôt les poutres de la charpente, donnant une idée de la hauteur du toit à l'époque. Ici se trouvait un réservoir de 4 mètres sur 3, raconte Georges. Nous avons hésité à le détruire pour aménager cette cour, mais c'est une bonne chose que nous l'ayons fait, sinon nous n'aurions jamais découvert la glacière qui se cachait derrière, en dessous de la maison voisine. Il fait quelques pas vers le fond de la cour, en direction de la rue de Laeken. Et là se trouvait un puits profond de la hauteur d'un étage, poursuit-il. Malheureusement, il était construit sans mortier. Il tenait par un astucieux agencement des briques. Et il s'est écroulé. Oui, tu me l'avais raconté. Mais tu ne m'as pas dit que vous aviez trouvé un autre puits, demande Marion. Si, par ici, répond-il, revenant sur ses pas, rentrant dans la maison et parcourant le long couloir presque jusqu'au bout, presque à atteindre le niveau de la rue du Marronnier. Delphine, son épouse, prend congé de la visiteuse et remonte à l'étage. Georges, opérant un U pour reprendre la direction de la rue de Laeken, guide alors Marion dans l'enfilade des caves de plus en plus petites. Arrivé au bout, à proximité de la cour, il laisse Marion entrer dans la 5e et dernière piécette, dont le puits central d'un diamètre de 2,50 m occupe la majeure partie de la superficie. « Tu l'as déjà fouillé ?» demande Marion, se tournant vers son voisin. « Mais non, pourquoi faire ? Comme tu le vois, le puits atteint pratiquement le plafond, l'accès est difficile. Et puis les ouvriers qui l'ont dégagé ont immédiatement découvert qu'il était comblé. Ça te dérangerait que je racle un peu la terre ? J'ai reçu une information concernant ce puits. » Une info ? De qui ? Marion, prise au dépourvu, réfléchit rapidement. D'une férue de l'histoire ancienne, croit-elle mentir à moitié. Bon, ok, mais essaye de ne pas le faire tomber, comme l'autre, dit-il, un rire dans la voix. Je rejoins Delphine. Tu trouveras des outils dans la première cave. Une férue de l'histoire ancienne, reprend Clotilde, écroulée de rire. Ja, wat, je ne savais pas que j'avais affaire à une adepte de l'humour noir. Ben, se défend Marion, ce n'est qu'un demi-mensonge, ne comprenant pas très bien l'allusion. Tu connais bien l'histoire ancienne, non, puisque tu en as surgi. Je ris du féru, c'est le cas de le dire. Comme Marion ne dit mot, Clotilde insiste. Féru, du verbe férir. Et férir veut dire frapper, en particulier avec une épée. Marion lève les yeux au ciel, plus impatiente d'étudier des vestiges que de l'étymologie. Armée d'un seau et d'une petite pelle, elle se met à la tâche sans tarder, le cœur animé, la main fébrile. Après une trentaine de minutes que l'archéologue improvisé passe à sursauter au moindre bruit suspect, redoutant une rencontre animale, l'outil qu'elle tient produit soudain un son métallique. Elle se hâte de soulever l'objet qu'elle a mis au jour, le prend en main, identifie instantanément la forme ovale au bout de la tige, la libère des mottes de terre séchées. Tandis qu'elle le frotte contre son jeans pour en retirer le résidu de poussière, elle est soudain prise d'un malaise. Une douleur pulse dans sa tête et lui vrille les tempes. Elle se redresse, recule d'un pas. Lorsque son dos rencontre la paroi humide de la cave, elle croit être attaquée par derrière
et tandis qu'un sursaut de frayeur la fait tressauter violemment, elle est soudain propulsée, par un bond de près de 2 siècles en arrière, dans le corps d'une petite vieille, à un jet de pierre de là, dans une maison de la rue de l'Infirmerie en 1830, où Thérèse, 85 ans, écoute son arrière-petite-fille Agnès, un discret sourire aux lèvres. « Vous saviez, Bobonne, que père a reçu le terrain de la ville pour y construire notre nouvelle maison au coin de la rue du Grand Hospice ?» dit la jeune adolescente se rengourgeant d'orgueil. Marion voit, à travers les yeux de Thérèse, une jeune fille aux longs cheveux blonds, soyeux et lisses, noués par une coiffure sophistiquée. Elle porte une robe élégante, à col bateau, serrée à la taille et évasée vers le bas par une astucieuse superposition de jupons. Les manches gigots, bouffantes, sont rétrécies juste en dessous du coude par une manchette. De délicates impressions florales se distinguent sur le fond clair du coton, sous le tablier de satin rose qui complète le modèle à la mode. Marion est frappée par le mélange d'harmonie, de beauté et de douceur qui se dégage de cette jeune personne, que vient subtilement démentir un petit nez effronté constellé de taches de rousseur. Les yeux brun clair, où des étincelles d'or luisent comme dans ceux des chats, expriment une fierté sans borne pour son père, Henri Partous, dont elle rêve secrètement de pouvoir reprendre un jour la profession, fascinée, elle aussi, par les activités requérant habileté manuelle, minutie et précision. Comme vous le savez, poursuit-elle, la parcelle est étroite, donc père va l'agencer de façon à magnifier le volume disponible. Et savez-vous comment il va procéder ? Dis-moi. De l'extérieur, la maison semblera comporter une série de hautes pièces éclairées par de grandes fenêtres. En réalité, les baies s'ouvriront presque au ras du sol et s'achèveront à quelques centimètres du plafond, dit Agnès en riant. La porte d'entrée donnera sur un vestibule démesuré comportant un énorme escalier en bois, alors que tous deux occuperont à eux seuls presque le quart de la superficie bâtie, récite la petite qui a entendu son papa raconter maintes fois sa vision néoclassique. C'est pour donner l'impression que l'espace intérieur est majestueux, alors qu'aux 3 niveaux, il n'y aura à droite du vestibule que 2 ou 3 pièces en enfilade, assez petites, mais qui elles aussi joueront sur des illusions d'optique pour se donner plus d'ampleur. Comme elles seront éclairées par de hautes fenêtres, qui s'étendront sur plus de la moitié des parois murales, elles paraîtront plus grandes. Et au rez-de-chaussée, la pièce du fond se terminera par une paroi arrondie, qui en agrandira l'espace, avec 2 placards encastrés, dont les portes donneront l'impression de mener à d'autres pièces. Son exposé terminé, l'adolescente soulève sa tasse d'un geste exquis et boit, comme le lui a appris sa gouvernante, une gorgée de tisane avec précision et distinction. Elle croque ensuite dans son spéculose. Thérèse, elle, trempe d'abord le biscuit dans son café et constate avec plaisir qu'il reste entier. Sais-tu que le mot spéculose vient du latin speculum, qui signifie miroir, en référence au procédé de fabrication? C'est vrai ? Lorsque le moule en bois est enduit de pâte à la cassonade et aux épices, on le frappe sur une table et le biscuit se décolle doucement de la planche en gardant l'empreinte du moule, formant ainsi un miroir. C'est Jean-Baptiste Dandois qui l'a créé l'année passée. Je le trouve meilleur lorsqu'il est trempé quelques secondes dans le café. J'ai ouï dire que s'il reste intact, même imbibé, c'est un bon spéculose. Si au contraire il se casse et tombe dans la tasse, c'est qu'il n'est pas de bonne qualité. L'aïeule, sociable, ouverte et conciliante, tout à l'écoute de la jouvencelle, lui a laissé le plaisir de raconter les exploits de son père qu'elle admire, mais elle rit intérieurement. Tu étais trop jeune à l'époque, mais ton papa appliquait déjà ses principes lorsqu'il a conçu le Grand Hospice. « Oh oui » s'exclame la jeune fille subitement intéressée.
Vous me racontez, Bobonne, implore-t-elle en s'installant d'un mouvement agile et leste des bras au fond du large fauteuil. Les 2 petits yeux noisettes sont déjà fixés attentivement sur le visage entouré de longs cheveux gris et soyeux, noués en une tresse unique. C'est que la jeune fille connaît la manière de compter de sa bisaïeule et se réjouit d'avance. Thérèse, admirant sa petite chérie, curieuse et vive, ne se fait pas prier. Elle a bien noté la position à demi couchée de l'ado, mais choisit d'envoyer balader pour une fois les règles de bienséance et ne corrige pas la demoiselle. On l'appelait avant l'hospice de l'infirmerie, en référence à l'hôpital où les Béguines soignaient les femmes malades ou invalides de l'enclos ou d'ailleurs. Les Béguines étaient encore nombreuses lorsqu'on a supprimé leur institution au début du siècle. On les a autorisées à rester dans leur maison à condition de ne plus ordonner de novices. Au fur et à mesure qu'elles décédaient, on a regroupé dans leur maison, sous le nom d'hospices réunis, les hospices de vieilles femmes disséminés un peu partout dans la ville. Les pensionnaires recevaient un peu d'argent, du bois, du charbon et des braisettes. En cas de maladie, elles étaient soignées gratuitement. Pour le reste, elles pouvaient vivre comme elles l'entendaient, mais elles devaient être rentrées en hiver à 18h, en été à 20h. Alors je ne te dis pas, ce fut une vraie procession d'Echternach, le transfert de petits vieux. C'est vrai, pourquoi dites-vous cela ? Pour fermer tous ces hospices éparpillés dans la ville, on a amené les femmes ici, dans le couvent des Écossais, la fondation de Bethléem, celle de Hoik, la congrégation de Steenwegen, l'ancien dépôt de grains de Torkisten. Il y avait un couvent dans le béguinage, s'étonne Agnès. Oh non, une vingtaine. Ce sont des maisons communautaires que l'on appelle couvents, car le mode de vie y ressemble davantage à la vie monastique qu'à celui des béguines. Les novices y sont accueillis gracieusement ou contre un droit d'entrée minime. Sur les revenus de l'héritage du fondateur, on leur octroie certaines prébendes, comme le feu, la lumière et les repas, parfois même des revenus en espèces. Chaque couvent a son règlement, que les pensionnaires doivent respecter en plus des statuts généraux. La maîtresse du couvent en fait lecture périodiquement, généralement aux 4 vendredis des 4 temps. Elles ordonnent des prières et des exercices religieux pour le salut des bienfaiteurs. « Que sont les 4 temps ?» interroge la petite qui n'a jamais entendu ce terme. Les 4 périodes de 3 jours de jeûne et d'abstinence au début de chaque saison. Ah bon ? Et vous parliez des femmes que l'on a amenées ici ? Et les hommes alors ? Il existait 4 petits hospices pour les hommes, mais eux ont été regroupés dans l'ancien couvent des Alexiens. Il y a 6 ans, l'infirmerie et les maisonnettes étaient dans un si mauvais état que le Conseil général des hospices et secours a décidé de construire le grand hospice, dont la première pierre a été posée le... Thérèse a pointé l'index vers l'ado, l'invitant à compléter sa phrase. 21 avril 1824, dit Agnès triomphante. Pourtant, elle se rembrunit aussitôt. Je le sais parce que c'était le jour de mon anniversaire et Père était absent. Oui, c'était important qu'il soit présent à l'inauguration de ce qui devait être un double complexe majestueux. Le Conseil avait décidé de voir les choses en grand. Il faut dire qu'avec ses 245 lits, l'hospice de l'infirmerie égale les 2 autres institutions hospitalières qui se complètent ainsi. Saint-Jean reçoit les blessés, les fiévreux et les insensés. Saint-Pierre prend en charge les maladies aiguës, les cas chirurgicaux graves, les gâteux, les accouchements, les syphilitiques, les malades contagieux et les prisonniers malades. Et l'hospice accueille les incurables, les infirmes et les vieilles femmes. Et puis, il voulait plaire au nouveau souverain des Pays-Bas, qui entend faire de Bruxelles une seconde capitale. Or, où se situe l'ancien béguinage demande-t-elle à sa jeune interlocutrice. Ben ici, pardi. Oui, à l'entrée principale de Bruxelles, sur la route de communication entre les 2 capitales. Donc je disais,
le conseil décide de construire 2 grands hospices, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes, mais par manque d'argent, seul le premier sera réalisé. L'hospice des femmes n'a pas été construit. Et hop, nouveau transfert, on fait venir ici les hommes qui avaient été réunis chez les Alexiens. Tu imagines chaque petit vieux avec son baluchon perché sur le bâton à l'épaule, intervient Clotilde à l'intention de Marion, sur lequel ils auront pris soin d'enfiler le pot de chambre. Tu comprends pourquoi elle lance. Et hop, tout ce petit monde de la voiture hippomobile pour déménager vers le grand hospice. Thérèse s'interrompt une seconde, saisie par cette voix surgie de nulle part. Elle se ressaisit rapidement toutefois, tentant de chasser cette pensée incongrue, et continue son récit. Alors je ne te dis pas, quelle affaire avec ce couvent des Alexiens, dit-elle en riant. Quand ils ont voulu déplacer les ossements qui se trouvaient en dessous, les fouilles ont mis au jour des sépultures dont on ignorait l'existence. Sous l'église, dont on croyait le sol plein, se trouvaient des souterrains remplis de tombeaux des frères Célites. Et d'autres caveaux ont été découverts en dessous des 2 ailes de bâtiments bordant le jardin. Figure-toi qu'une foule de cadavres avait été déposée dans la terre, simplement. La petite, se couvrant de la main la bouche dont la mâchoire en est tombée de surprise, ouvre de grands yeux. Le sol était exactement semblable à celui des cimetières, et de ce terrain infect s'exhalaient des miasmes putrides capables d'engendrer les maladies les plus graves. Donc, pour obvier à ces inconvénients, et rendre les locaux aussi sains que s'ils étaient construits sur un sol neuf, on a remplacé la terre enlevée par des briques brisées sur lesquelles on a versé de la chaux vive. Au-dessus de ces briques concassées et cimentées, on a élevé des voûtes légères qui en étaient séparées par un espace libre de 50 cm environ. Et pour laisser échapper les miasmes qui auraient pu se produire sous les voûtes, on y a construit 2 prises d'air, plus des cheminées d'aérage aux angles du cloître. Comme les travaux d'assainissement sont à présent achevés, les pensionnaires des hospices réunis ont été transférés cette année des maisons qu'elles occupaient au Béguinage vers l'ancien couvent des Alexiens. Et chacune d'elles y a une chambre séparée. Remontant d'un geste machinal ses lunettes aux petits verres rectangulaires qui s'entêtent à glisser sur le nez, Thérèse, dont la gorge se dessèche, se sert une nouvelle tasse de café, en boit quelques gorgées, puis reprend. La construction du grand hospice a amené la transformation complète de la majeure partie de l'ancien enclos du Béguinage. À l'exception des rues du Béguinage, du Lilas et du Marronnier qui entourent l'église, des impasses du Peuplier, du Rouleau, du Cyprès et du Sureau, toutes les autres ont été supprimées et les maisons qui s'y trouvaient ont été abattues. L'égout qui longeait le côté gauche de la rue de Laeken a été voûté. Dans cette rue et dans celle des baraques du Béguinage, du Marronnier et du Lilas, on a élevé de belles habitations sur des terrains vendus par l'administration. Et pour attirer de nouveaux habitants en vendant avantageusement d'autres terrains de l'ancien enclos du Béguinage, l'administration y a ouvert 3 nouvelles voies de communication. La rue du Grand Hospice, dont le centre forme une jolie place plantée d'acacias, où se tient à présent le marché aux pommes de terre, et qui relie la rue de Laeken au pont des Barques. La rue de l'Infirmerie, où nous nous trouvons en ce moment, et la rue Traversière, qui relie celle du Grand Hospice à la rue des Baraques. « C'est bien beau tout ça », s'inquiète soudainement Marion. « Mais comment je fais, moi, pour retourner chez moi maintenant ?» songe-t-elle. Aussitôt la pensée formulée, elle se retrouve au XXIe siècle, dans la cave de son amie, comme remise d'un étourdissement passager qui n'aurait duré que quelques secondes. Il ne manquait plus que ça, se dit Marion, qui vit déjà des phénomènes étranges dont elle ne parvient pas à comprendre le mécanisme. Elle se sait intuitive et hypersensible,
mais elle cherche depuis longtemps à comprendre comment fonctionnent les phénomènes d'intuition ou de précognition. Espace spatio-temporel, espace limbique, physique quantique, autant de sujets qui passionnent la cinquantenaire qui remonte à l'étage, le précieux objet à la main, se gardant bien de toucher l'œuf de métal, et qui s'en va demander à son propriétaire si elle pourrait l'emprunter quelque temps.